Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel, Monsieur le Président du CFPN, Messieurs les Présidents de l'Université Jean Moulin Lyon 3, puisque aujourd'hui vous avez la chance d'avoir 3 présidents quand même dans la même salle, 2 en jaune, vous l'avez remarqué, qui marquent les lettres, et puis un tout rouge au bout de la table. Donc Messieurs les Présidents, Messieurs les doyens des universités Jean Moulin Lyon 3 et Saint-Joseph, et bien sûr, chers collègues, voire peut-être aussi chers étudiants. C'est un très grand plaisir pour le président de l'université Jean Moulin Lyon 3, même s'il est géographe, s'il n'est pas juriste, de vous accueillir aujourd'hui, monsieur, et de vous remettre le docteur honoris causa de l'université Jean Moulin Lyon 3. Alors la tradition veut en règle générale, mais ça varie, parfois d'un établissement à l'autre, que le président fasse parfois l'éloge du récipiendaire. À Lyon 3, on fait un peu différemment, et aujourd'hui, ce n'est pas le président qui fera l'éloge, mais c'est un autre président. Donc, finalement, vous aurez un président qui fait l'éloge, et vous en aurez 2 pour le prix d'un. Et ce président qui fait l'éloge avait déjà initié quelque chose, puisque c'est lui qui le fera, et il m'avait permis, à moi, de faire l'éloge d'un autre juriste, de Sao Paulo, avec qui nous avions des liens étroits, et j'avais certaines amitiés. Donc, c'est pas pour lui rendre, c'est parce qu'il fera bien mieux cet éloge que moi, même si je pourrais parler assez longtemps de nos relations avec Beyrouth, et je vais en dire quelques mots. Je vous signale aussi que vous aurez un doyen qui va parler, ce qui vous permet aussi d'avoir 2 doyens, puisque vous aurez donc 2 présidents et 2 doyens pour le prix d'un seul aujourd'hui. Voilà, c'est notre capacité, Lyon 3, à faire beaucoup et ensemble. Donc je ne serai pas très long, puisque c'est l'éloge, bien sûr, qui doit mériter tout le temps nécessaire à son expression, mais j'aimerais dire que je suis extrêmement heureux de pouvoir vous honorer aujourd'hui, monsieur, puisque, au-delà de vous honorer, c'est la relation de notre université, avec le Liban, bien sûr, et puis une université pour laquelle nous avons un corps chaud et cher, c'est l'université Saint-Joseph. J'ai fait le déplacement à Saint-Joseph, au début de ma mandature d'ailleurs, puisque le doyen m'avait emmené à Saint-Joseph, mais on avait une bonne raison d'y aller. Nous y étions allés pour le centenaire de l'université Saint-Joseph. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'université de Saint-Joseph et de la relation entre le droit, je dirais, à Lyon, pour rappeler quand même que le droit de l'université de Lyon, à l'époque, avant un certain moment un peu plus compliqué, dans les années après 68, on va dire, eh bien, a joué un rôle important dans la formation du droit libanais, en particulier du droit avec l'université Saint-Joseph. Pas les seuls. Il y avait une autre discipline aussi qui a parfois des points communs, je trouve, avec le droit. Il y avait aussi la médecine, où les Lyonnais ont aussi contribué à la création, je dirais, une forte cellule médicale et de médecine au Liban et à Beyrouth. Alors pourquoi je dis qu'elles ont des points communs? Parce qu'elles ont, entre autres points communs, la même exigence, une exigence forte, et qui correspond bien à l'esprit qu'on a, nous, de la formation de nos étudiants ici, je l'ai souvent dit. Notre exigence, c'est bien de faire que dans ces disciplines, oui, c'est pas facile, c'est un peu dur. On parle parfois de sélection. Moi, je dis simplement que nous formons les étudiants et que ceux qui réussissent le droit sont ceux qui sont au niveau de ce qu'on attend d'eux et de ce qu'il faut pour pouvoir ensuite se professionnaliser, que ce soit dans les métiers de la magistrature ou d'autres, le droit de l'entreprise, etc. Donc, c'est peut-être pas un hasard si le droit et la médecine s'étaient rencontrés au Liban. J'ai eu donc le plaisir d'aller à ce centenaire et on m'avait même confié une responsabilité forte, puisque si l'université de Lyon, puis 3 universités ont beaucoup contribué, je dirais, au rapprochement de nos 2 pays et je dirais de nos disciplines, et peut-être contribué aussi au développement de l'université Saint-Joseph dans ce domaine, eh bien c'est l'université Lyon 3, c'est l'université Lyon 2 et c'est l'université Paris 2. Et à cette occasion, j'avais eu le très grand honneur de parler devant le président de la République pour dire toute l'importance qu'avait à nos yeux cette université, le Liban bien sûr, mais l'université Saint-Joseph, et le souhait que nous avions de continuer ces partenariats. Je voudrais dire que ce qui me rend fier, c'est que je crois que chacune de ces universités, les 3 que j'ai citées, il ne faut pas qu'on oublie les autres, même si nous sommes à Lyon 3 aujourd'hui, ont joué un rôle important dans le soutien à Saint-Joseph. Lyon 3, peut-être un peu au début. Lyon 2, beaucoup dans des moments difficiles. Et je tiens à le dire, à un moment où il était difficile d'aller au Liban, je me rappelle que certains collègues ont pris l'avion jusqu'à Chypre, après ont pris le bateau et sont allés enseigner encore sous les bombardements et dans des conditions extrêmement difficiles. Et Paris 2, bien sûr, qui a été un 3e partenaire important.
Donc c'est bien aussi de dire que c'est Lyon 3 aujourd'hui qui vous fête, mais ça se situe dans un contexte où les universitaires se parlent, et ils ont besoin de parler car l'université est sous certains aspects en danger si on ne s'en préoccupe pas. Soyez serein, si je puis dire, Lyon 3 s'en préoccupe beaucoup, et merci à tous ceux qui sont avec moi pour s'en préoccuper. Donc c'est forcément un grand moment d'émotion au regard de ce que j'ai dit, et je n'irai pas bien plus loin sur ce que je pourrais évoquer sur cette relation, mais cette relation se perpétue. Elle se perpétue aussi parce que j'ai la chance d'avoir comme ami le recteur de l'Université Saint-Joseph, qui est un ami sincère, que je vais voir bientôt, dans 8 jours, puisque dans 8 jours, nous sommes au conseil de l'administration de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et lorsque le recteur avait souhaité avoir une place importante et siéger, je peux vous dire très sincèrement que j'ai été parmi ses collègues ceux qui ont apporté un appui fort pour que Saint-Joseph participe à l'AUF, mais Hugues Fulchiron l'avait déjà fait lui-même auparavant. Donc je n'en dirai pas plus, mais les liens qui nous unissent sont importants. Ce sont des liens professionnels, ce sont surtout des liens d'amitié. Je ne suis pas allé souvent au Liban, mais je me suis senti vraiment très bien. Et j'avais, comme tous les Français, le mirage du Liban. Le Liban, pour les Français, ce n'est, comment dirais-je, ce n'est pas innocent, bien évidemment. Et quand on y va, on porte tout un passé, toute une histoire, mais on porte aussi toute une inquiétude, car on connaît les souffrances et les difficultés que ce pays peut connaître, qu'il en connaît encore aujourd'hui. Nous connaissons la pression que vous avez avec votre pays voisin, l'effort considérable du Liban, qui est un effort vraiment à admirer, à suivre, dans l'accueil que vous avez offert à vos voisins syriens, aux étudiants notamment, aux chercheurs. Et nous essayons de contribuer un peu aujourd'hui, l'Université française, à vous soulager un peu de cet apport, non pas parce que vous ne voulez pas l'assurer, le respecter, mais parce que ça devient vraiment très compliqué à gérer. Donc une amitié longue, une amitié qui se traduit jusqu'aujourd'hui sur des moments politiques importants, des moments difficiles pour cette région qui est toujours, je dirais, dans des situations compliquées depuis plusieurs années. Mais encore une fois, là encore, le Liban, la France, l'Université Saint-Joseph et Jean Moulin, vous pouvez m'en croire, monsieur, marcheront dans la main, je l'espère longtemps, et je peux vous dire qu'on sera toujours au Liban, quelle que soit la situation qui pourra se passer. Je sais que mes collègues de droit y tiennent, mais je peux vous dire que le président actuel, et je suppose les futurs, c'est mon dernier mandat, donc il faut que je prévoie les futurs, même si je ne suis pas encore réélu, hein, c'est dans 8 jours, mais je suis le seul candidat, donc ça devrait se faire. Et puis bon, je crois que notre réussite commune, monsieur le doyen, est bien fait que ça devrait bien se passer. Donc le droit, bien sûr, voudra toujours travailler avec le Liban, l'Université Lyon 3. Et puis j'aimerais vous dire une dernière chose. Pourquoi j'aime le droit ? Parce que si je suis président, c'est grâce au droit. C'est le droit qui m'a permis d'être élu lors de ma première élection. Si je n'avais pas eu le soutien du droit, je n'y serais pas parvenu. Donc merci à mes collègues de droit, voilà, de m'avoir permis d'avoir fait 4 ans et d'essayer d'en faire 4 nouvelles années à nouveau. Merci encore, et je vais laisser la parole, bien sûr, à mes collègues, et notamment à Hugues, pour faire l'éloge, votre éloge, monsieur. Quelle belle assistance. Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel, Monsieur le Directeur du Centre de la profession notariale, Monsieur le Président du CFPN, Messieurs les Présidents, Messieurs les Doyens, Mesdames, Messieurs, chers collègues, et je dois bien le dire aussi, au fond, chers amis, c'est un moment assez émouvant qui nous réunit autour de vous, Monsieur le Doyen, ce soir, puisqu'il convient de faire votre éloge. Je laisserai cette tâche avec Fulchiron. Il convient de rappeler les relations entre l'USJ et l'Université Jean Moulin. Je laisserai cette tâche au doyen Louis-Augustin Barrière. Il me revient simplement en quelques mots de vous dire toute l'importance de la cérémonie de ce soir qui nous réunit aujourd'hui ensemble. Le choix, monsieur le doyen Ganagé, de vous délivrer ce titre, c'est bien sûr celui de l'université Jean Moulin Lyon 3, représenté par notre vénéré et bien-aimé président, mais c'est aussi le choix d'une faculté de droit. Je dois le dire, monsieur le doyen Ganagé, vous êtes le seul dont, au cours de mon mandat, j'ai proposé votre nom au nom de la faculté de droit, au nom de toutes les générations de la faculté de droit, comme docteur honoris causa. Je crois que ce titre doit rester rare, et il est précieux parce qu'il est rare, et parce qu'il est précieux, il illustre
une petite pépite, un petit diamant d'une relation qui nous unit, à la fois qui nous unit dans des liens personnels. Faut-il rappeler l'imminent juriste que vous êtes, le francophone que vous êtes, l'humaniste que vous êtes, mais il unit aussi deux institutions qui sont la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 et l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Cette soirée est l'occasion de passer en revue des pages de notre histoire, bien entendu. Vous avez fait votre thèse avec le doyen Jean Vincent, dont on sait qu'il a marqué notre faculté de droit par son catholicisme social appuyé. Vous avez rencontré, bien évidemment, directement ou indirectement, les pionniers de cette maison, bien sûr Paul Huvelin, bien sûr Édouard Lambert, et donc depuis plus de 100 ans maintenant, l'ensemble des collègues qui ont participé à cette œuvre commune qu'est l'Université Saint-Joseph. Ainsi, d'un point de vue institutionnel, évidemment, vous représentez ce lien à travers les générations de juristes que vous avez vous-même formés, mais d'un point de vue personnel, vous êtes aussi celui auquel on a envie de dire merci à travers ce titre de docteur honoris causa que nous allons vous délivrer ce soir au nom de l'université Jean Moulin Lyon 3. Délivrer ce titre, c'est donc se tourner vers notre passé, c'est donc examiner notre passé commun, mais c'est aussi et surtout, pour moi, l'importance de nous tourner vers l'avenir. Parce que le passé est le passé, il nous appartient, il appartient à notre histoire, il est sur les murs à la fois de l'université Saint-Joseph et sur les murs de la faculté de droit de l'université Lyon 3, gravé à tout jamais. Mais je souhaitais surtout que ce titre soit l'occasion de marquer un nouveau départ pour nos relations, comme je l'avais dit lors du centenaire de notre coopération, lors du 100 ans de la création de l'USJ de Beyrouth. Il y a maintenant 2 ans, j'ai souhaité que l'on revivifie les liens entre l'université Saint-Joseph et la faculté de droit. Bien sûr, depuis, d'autres liens s'étaient développés avec d'autres facultés. Je pense notamment au Brésil, je pense notamment à la Chine, je pense notamment à l'Argentine, mais nous restions attachés à nos premières amours, monsieur le doyen. Et ces premières amours sont bien des amours libanaises, il faut bien le dire. Et par conséquent, c'est aussi vers l'avenir que je voulais que nous nous tournions. Nous nous sommes tournés vers cet avenir par la recherche, puisque Hugues Fulchiron, le président Hugues Fulchiron, mais notre Hugues à nous, a accepté de prendre en charge une idée que nous avons eue ensemble et qui consiste à créer, via des ateliers de recherche, des journées communes franco-libanaises, unissant à la fois les différentes générations. Je salue les jeunes doctorants qui sont présents, à la fois français et à la fois libanais, et à la fois les différentes matières, les différentes disciplines de notre faculté de droit. Je pense évidemment au droit privé, à l'histoire du droit et au droit public, qui sont présentes au cours de ces journées franco-libanaises. C'est donc par la recherche que la faculté de droit a voulu que nous revivifions ce lien. J'espère que ça ne s'arrêtera pas à la recherche, et j'espère qu'au-delà de recherche, par l'enseignement, nous parviendrons un jour à renouer les liens qui nous unissent. Je crois que cette histoire ne peut que continuer à s'écrire. Elle a eu comme porteur de parole votre personne, monsieur Pierre Ganager, votre belle personne. Elle aura demain les jeunes doctorants qui sont présents, 2 générations, 3 générations qui s'unissent, et c'est toute la faculté de droit, toute génération confondue, qui s'unit à moi pour vous dire tout ce que l'on vous doit et tous les remerciements que l'on vous doit, monsieur le doyen. Mesdames et messieurs les hautes autorités civiles, mesdames, messieurs, si toute cérémonie de remise des insignes de docteur honoris causa est extraordinaire par nature, celle-ci est exceptionnelle car il est particulièrement rare qu'une université honore ainsi l'un de ses anciens étudiants, issu de l'une de ses créations les plus chères, voire
voire la plus chère. Je veux parler de l'école de droit de Beyrouth, devenue faculté de droit des sciences politiques et économiques de l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour vous rappeler, monsieur le doyen, une histoire que vous connaissez mieux que quiconque ici, pour l'avoir vécue, pour en avoir été l'un des principaux acteurs, mais c'est pour montrer à nos collègues qui ne sont pas juristes et aux doctorants de nos deux facultés toute l'importance que la faculté de droit de Lyon 3 attache à une coopération aujourd'hui plus que centenaire. Évoquer cette histoire devant eux, c'est faire œuvre de commémoration pour réinstituer cette collaboration, pour la recréer à chaque fois que nous en parlons, pour resserrer les liens entre nous, pour inciter nos doctorants à écrire de nouveaux chapitres de cette histoire. Cette histoire commence au cours de ce que l'on pourrait appeler un premier entre-deux-guerres. Je veux parler de la période 1871-1914. À cette époque, la France meurtrie par sa défaite contre l'Allemagne, on avait recherché les causes et on avait trouvé dans le système universitaire napoléonien trop rigide, trop centralisé, trop peu développé, trop replié sur lui-même. Si la Troisième République avait permis à sa naissance un enseignement supérieur confessionnel, d'où la création à Lyon d'une faculté de droit libre, et en réaction immédiate, la création d'une faculté de droit d'État, les républicains, une fois parvenus au pouvoir, étaient revenus à une conception plus étatiste de l'enseignement supérieur. Ils avaient réservé le monopole de la collation des grades universitaires aux universités d'État, et dans l'enseignement secondaire, ils avaient expulsé les congrégations et, en tout premier, les jésuites. Cependant, la Troisième République entreprit une réforme remarquable de l'université pour lui permettre d'essayer de rivaliser avec les universités allemandes. La jeune université de Lyon profita de ces réformes et manifesta plutôt que d'autres la volonté de rayonner en dehors des frontières de l'Hexagone. Et c'est dans ce contexte qu'au début du XXe siècle, un recteur particulièrement entreprenant, le recteur Joubin, prit ses fonctions qui comprenaient celles de président du conseil d'université. Il existait alors une région du monde qui était l'objet de rivalité entre les grandes puissances, c'était l'Empire ottoman déclinant. La France y avait acquis une place enviable grâce aux capitulations accordées depuis le XVIIIe siècle, depuis le XVIe siècle, et la France avait renforcé son influence sur la Syrie après l'intervention militaire ordonnée par Napoléon III pour mettre fin au massacre des chrétiens par les Druzes en 1860. Elle disposait en outre d'un important réseau d'enseignement confessionnel entretenu car l'anticléricalisme s'arrêtait aux frontières de la France. Le recteur Joubin avait été impressionné par la lecture d'un ouvrage, d'une brochure d'un professeur au Collège de France, Le Châtelier, dans lequel celui-ci attirait l'attention des pouvoirs publics sur la politique musulmane menée par l'Empire ottoman, par l'Allemagne, et incitait la France et la Grande-Bretagne à la contrer, notamment dans l'Empire ottoman de mal en point. Or, Lyon entretenait d'importantes relations avec le Levant pour le commerce de la soie. Sa faculté de médecine avait noué des liens avec celle qui avait été fondée par les jésuites dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et la faculté de droit comptait parmi ses professeurs un pionnier du droit comparé qui avait enseigné en Égypte, Édouard Lambert. Ces éléments expliquent pourquoi le recteur Joubin orienta l'entreprise vers l'Empire ottoman. Et il fut l'auteur d'un projet qui fut adopté par le Conseil d'université en janvier 1911 et qui reçut un très bon accueil de la part du ministère de l'Enseignement, de l'Instruction publique et du ministère des Affaires étrangères. Parmi les membres de la commission chargée de la réalisation du projet figurait Paul Huvelin, un professeur d'histoire du droit qui jouissait déjà d'une réputation flatteuse en raison de travaux très novateurs en droit romain et en histoire du droit commercial. Et Huvelin
consacra désormais l'essentiel de son énergie à la création d'un établissement de la faculté de droit de Lyon, au Levant, comme on disait alors. Huvelin fit partie de la première mission envoyée en mai 1911 dans l'Empire ottoman pour trouver un lieu promis à l'établissement de l'Institut du Lyonnais. Et à son retour, il défendit l'idée d'une implantation à Beyrouth, où étaient déjà présents les milieux d'affaires lyonnais, la faculté de médecine de Lyon, et aussi, je pense, parce que Beyrouth avait été, dans l'Antiquité, le siège d'une école de droit fameuse. Huvelin effectua l'année suivante une autre mission, et dans le rapport qu'il rédigea à l'issue de celui-ci, il plaida pour la création d'une école de droit à Beyrouth qui permettrait la création d'une élite marquée par les idéaux français. Et pour vous retracer l'esprit, évoquer l'esprit de l'époque, il s'exprimait ainsi. Elle, la France, ne dispose pour développer son influence d'aucun moyen plus efficace. Quel beau rôle pour une école française que de fournir à l'administration, à la justice, au Parlement ottoman, de jeunes gens pourvus d'un viatique de science, de pratique, de sagesse, capables de concilier l'idéal français avec les possibilités musulmanes. Fin de citation. Et dans son rapport, Huvelin préconisait un rapprochement avec les jésuites, même s'il ne dissimulait pas sa méfiance à leur égard. Méfiance d'ailleurs partagée de leur côté. Et là, je tais certains propos de Huvelin, ni les difficultés à surmonter. La compagnie des jésuites, et je l'avais dit en commençant, avait été bannie de France par l'État français, et par conséquent, l'État français ne pouvait pas reconnaître la Compagnie de Jésus comme un interlocuteur ou comme la partie contractante, et l'Université de Lyon ne pouvait pas créer directement une école de droit sans créer ipso facto de très grandes difficultés diplomatiques avec l'Empire ottoman. Et c'est pourquoi fut créée, côté lyonnais, une association lyonnaise pour le développement de l'enseignement supérieur et technique, composée principalement de professeurs de droit et de membres de la Chambre de commerce de Lyon. L'accord envisagé prévoyait de confier l'administration de l'école jésuite et la direction scientifique aux professeurs lyonnais, ainsi que le contrôle financier de l'institution à créer. Le choix du personnel devait être opéré conjointement pour permettre aux jésuites d'écarter les professeurs qui leur seraient systématiquement hostiles. C'est toute une époque. Ce rapport fut plutôt bien reçu au ministère des Affaires, fut même très bien reçu au ministère des Affaires étrangères, qui voyait les positions françaises flancher face aux avancées allemandes, anglaises et même américaines. Il le fut beaucoup moins au ministère de l'Instruction publique, gouverné à l'époque ou dirigé à l'époque par Viviani, qui était particulièrement hostile à l'enseignement catholique. Et ce qui explique pourquoi la Convention n'était pas encore signée lorsque l'école fut inaugurée en grande pompe le 14 novembre 1913, en présence de hauts représentants de l'Empire ottoman et de hautes autorités civiles et militaires françaises. Et si je me souviens bien, il y avait même l'amiral de la flotte française en Méditerranée, qui commandait d'ailleurs toutes les forces navales françaises et anglaises en Méditerranée, qui a assisté à cette inauguration. La première année, donc en novembre 1913, 31 étudiants étaient inscrits. Malheureusement, l'école dut fermer ses portes l'année suivante, au moment de l'entrée en guerre de l'Empire ottoman, aux côtés des empires centraux, alors même que le premier jury d'examen, dirigé par Huvelin, allait s'embarquer à Marseille pour gagner le Liban. Il fut arrêté par un télégramme de Picot, Georges Picot, qui représentait alors les intérêts français en Syrie. Elle put rouvrir ses portes, cette école, en 1919, dans des conditions beaucoup plus favorables, puisque la France avait obtenu la Syrie lors du partage des zones d'influence opérées entre Sykes et Picot en 1916. Et bientôt, la France obtint un mandat sur le Liban et la Syrie. L'école retrouvait 14 de ses anciens étudiants, ainsi que 27 nouveaux, soit 41 étudiants. Et à l'issue de l'année 1920 eurent lieu les premiers examens pour l'obtention
du diplôme d'État français de licence décerné sous le sceau de l'Université de Lyon. Diplôme d'État, donc, dispensé par l'Université d'État. Les examens furent passés devant un jury composé par de professeurs issus de différentes facultés françaises qui devaient ensuite se porter au Caire pour procéder aux examens des étudiants égyptiens. Et ce jury était présidé à Beyrouth par un professeur lyonnais, Louis Antonelli. Et celui-ci put écrire à l'issue des épreuves « Ces résultats acquis sans indulgence du jury font grand honneur à l'enseignement de l'école de droit de Beyrouth. Et tous les membres du jury sont d'accord pour reconnaître que les candidats présents auraient fait excellente figure dans n'importe quelle faculté de la métropole. » Et il ajoutait « Nous avons même distingué, parmi les étudiants, quelques sujets d'élite dont la formation intellectuelle et juridique est dès maintenant remarquable. » Fin de citation. En 1921, le doyen de la faculté de droit de Lyon, Louis Josserand, tint à inspecter lui-même l'école de droit de Beyrouth et le 3 novembre 1921, il inaugurait la session des examens. Par la suite, les effectifs de l'école augmentèrent régulièrement jusqu'à dépasser les 200 étudiants en 1938. Dans les rapports de la faculté de Lyon, d'ailleurs, il figurait aux côtés de ceux qui suivaient les cours dans la capitale des Gaules. Ces étudiants recevaient un enseignement de droit français conformément au programme arrêté par le ministère pour la licence en droit, mais ils reçurent aussi très tôt un enseignement en droit libanais, et cet enseignement fut de plus en plus important. Au lendemain de la guerre, le professeur Huvelin avait obtenu la création d'un cours de droit musulman en troisième année de licence. En 1925 fut institué un cours de droit local comparé portant sur le droit administratif, le droit civil et le droit pénal, mais en raison de la rigidité de la réglementation des diplômes d'État en France, ce ne fut qu'en 1930 qu'un arrêté ministériel autorisa ce cours comme matière à option en troisième année de licence. Ce cours se révéla d'autant plus utile qu'entrèrent en vigueur de 1930 à 1936 les codes de la propriété foncière, les codes des obligations et des contrats et le code de procédure civile libanais, à la confection desquels des professeurs lyonnais, notamment Josserand, avaient participé. Et on peut dire que cette double formation permit l'apparition de grands juristes aux travaux particulièrement originaux. Après la Seconde Guerre mondiale et la fin du mandat français sur le Liban, l'école de droit de Beyrouth, devenue faculté de droit en 1948, s'est insérée, sans être intégrée autant que l'État libanais l'aurait voulu à l'époque, dans le système d'enseignement supérieur créé par l'État libanais, en y prenant une place de tout premier ordre. Par là même, elle a acquis une autonomie de plus en plus grande par rapport à la faculté de droit de Lyon, même si les présidents des jurys d'examen des diplômes d'État français délivrés sous le sceau de l'Université de Lyon furent, à quelques exceptions près, tous lyonnais. Et monsieur, il y a les deux derniers présidents, je crois, de ces jurys qui ont tenu à venir ici aujourd'hui. En tout cas, la faculté de droit, créée côté lyonnais par Paul Huvelin, a rempli pleinement l'objectif qu'il lui avait signé, et votre carrière, monsieur le doyen, en est l'une des preuves les plus éclatantes. Je vous remercie d'être venu jusqu'à Lyon, et nous sommes très heureux de vous honorer ainsi aujourd'hui. C'est un honneur pour moi que d'être invité à faire maintenant le portrait du doyen Pierre Ganaget. Alors, portrait, c'est un mot qui risque de faire sourire celui que nous honorons aujourd'hui, car ce qui frappe ceux qui le connaissent, qui connaissent cet immense universitaire dont la pensée est admirée dans le monde entier. J'étais au Brésil la semaine dernière, et lorsqu'on évoque le nom de Pierre Ganaget auprès des collègues, chacun s'incline avec respect. Mais ce qui frappe tous ceux qui le connaissent, c'est sa discrétion et sa modestie, sa rayonnante modestie.
Plutôt qu'un portrait, ce seront donc quelques traits que j'évoquerai maintenant. En fait, s'il fallait réduire une vie aussi accomplie et une œuvre aussi riche en quelques mots, je retiendrai 2 mots, fidélité et dialogue. Alors, fidélité à votre pays, le Liban, que vous avez toujours refusé de quitter, même aux heures les plus difficiles, aux heures les plus sombres, alors que tant d'universités dans le monde, et en France en particulier, auraient été heureuses de vous accueillir. Pays dans lequel vous avez également accepté d'assumer d'importantes responsabilités, notamment au Conseil constitutionnel. Fidélité également à votre faculté, la faculté de droit de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, dans laquelle vous avez fait toute votre carrière et où vous avez assumé les plus hautes fonctions en des temps, là encore, particulièrement difficiles. Et reconnaissons que si vous les avez assumés, ce n'est certes pas par ambition ni par soif du pouvoir, je crois que l'idée fait sourire, là encore, tous ceux qui vous connaissent, mais par sens du devoir et par amour pour votre université et pour votre pays. Fidélité aussi à votre famille, et permettez-moi ici de saluer votre épouse et vos filles, et tout particulièrement, bien sûr, notre chère Madame le doyen Léna Ganagé. Fidélité donc à votre famille, fidélité aussi à vos amis, fidélité à vos collègues, comme le prouve aujourd'hui la présence de nombreux amis et collègues venus vous rendre hommage. Et je souhaiterais ici saluer, bien sûr, nos collègues libanais venus participer au 2e atelier juridique franco-libanais aujourd'hui, mais aussi saluer les collègues lyonnais qui, pendant des décennies, ont fait vivre la coopération entre Lyon et Beyrouth et qui ont accepté de sortir de leur retraite, dans tous les sens du mot, pour venir aujourd'hui vous honorer. Fidélité aussi à Lyon et à notre université, plus particulièrement à cette faculté de droit, où, jeune doctorant, vous êtes, mais le mot n'existait pas à l'époque, vous êtes venu faire votre thèse sous la direction du doyen Jean Vincent, faculté qu'au fil des ans, vous avez toujours défendue, avec laquelle vous avez toujours entretenu des liens profonds d'attachement. Et je dois dire que pendant des années où nos liens s'étaient quelque peu distendus, vous avez été toujours le défenseur de la relation privilégiée entre Lyon et Beyrouth, et pour cela également, nous vous devons une immense reconnaissance. Fidélité enfin à vos idées, comme le montre le recueil d'articles réunis dans l'ouvrage Au fil du temps. Car depuis le premier article de 1948, jusqu'aux contributions les plus récentes, à des mélanges ou à des colloques, vous avez toujours présenté, sous les aspects sans cesse renouvelés, les questions qui vous tenaient à cœur, l'articulation des normes juridiques laïques et confessionnelles, l'appréhension du fait religieux dans nos sociétés laïcisées, la coordination des systèmes juridiques, avec comme fil conducteur le souci du dialogue. Le dialogue, c'est le second mot que je voudrais évoquer et qui nous vient à l'esprit lorsque l'on parle de vous. Un homme de dialogue. Dialogue d'abord entre les systèmes confessionnels qui, en matière familiale, régissent votre cher Liban, dialogue entre système religieux et système laïque, dialogue entre tradition et modernité, dialogue entre droits révélés et droits fondamentaux, dialogue entre les systèmes juridiques du monde arabe et de l'Occident. Et c'est sans doute cet amour du dialogue qui vous a conduit à choisir le droit international privé. Alors bien sûr, il y a bien des façons de faire du droit international privé. On peut le faire de façon totalement désincarnée, en se complaisant dans le monde des idées. On peut le faire de façon très pragmatique, en investissant le champ des échanges économiques. On peut le faire aussi par une forme d'humanisme, en faire une forme d'humanisme. Et c'est sans doute ce qui vous a conduit à choisir cette matière, tant il est vrai que cette matière, le droit international privé, permet, en découvrant d'autres façons de penser et de vivre le droit, de s'ouvrir sur d'autres cultures. Et en tant que science de la coordination des systèmes, le droit international privé appelle en effet à l'ouverture et, en un sens, espérons-le en tout cas, à la sagesse. Alors non pas que devant la diversité
des normes et devant les différences culturelles qu'elles révèlent parfois, il faille renoncer à ses convictions. Et même si vous n'aimez pas les formules, ces grandes formules qui claquent au vent comme des drapeaux, on sent dans vos articles que vous avez des convictions, que vous êtes un homme de conviction, mais simplement parce que, avant de condamner et de rejeter, il faut comprendre qu'est-ce qui est vraiment incompatible avec nos valeurs. Pourquoi et en quoi y a-t-il incompatibilité? Ce qui revient finalement à s'interroger sur les fondements de notre propre droit et sur les valeurs qui sous-tendent nos règles. Donc, au-delà de la reconnaissance des différences, quelle voie trouver pour continuer à vivre ensemble dans le respect de chacun? À travers ce dialogue entre les systèmes, dans l'ordre interne et international, c'est un dialogue entre les cultures que vous nous invitez dans vos écrits. Vous le faites à votre façon, sans utiliser de grands mots, sans vous complaire, je le répète, dans des formules qui résonnent d'autant mieux qu'elles sont forcément un peu creuses, car sinon elles ne résonneraient pas. Vous le faites à votre façon, avec un style clair, limpide, mesuré, et c'est par cette façon d'écrire de façon très simple, mais de façon lumineuse, que vous avez su construire des ponts entre les mondes, entre le monde chrétien et le monde musulman, entre le monde religieux et le monde laïque, entre le monde arabe et le monde occidental. Et puis au-delà, c'est finalement un dialogue entre les hommes que vous nous invitez, un dialogue d'homme à homme, avec nos différentes croyances et d'êtres. Différences de croyances et d'êtres que transcende notre commune humanité. Selon un proverbe, je crois que c'est un proverbe arabe, mais je ne jurerai pas, je ne me souviens plus exactement, le savant, s'il est sage, est une lumière pour les hommes. Merci à vous, Pierre Ganagé, pour les lumières que vous avez données dans une matière que certains rendent parfois plus ou moins brumeuse, mais personne dans cette salle. Et surtout, merci pour la lumière que vous apportez dans un monde que l'obscurantisme menace toujours de son ombre. Merci infiniment. Restez assis, si vous restez assis. Oui. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Je peux y aller là-bas. Ah oui, bien sûr. Ah bah c'est vous le maître de cérémonie. Ah, merci beaucoup. Monsieur le Président, messieurs les doyens, mes chers collègues, mes chers amis, c'est avec une grande émotion que je prends la parole. L'émotion qu'on ressent en recevant les honneurs d'une prestigieuse université dont la généreuse amitié me touche profondément et pour laquelle je vous remercie vivement. Mais je ressens également l'émotion de me retrouver dans une faculté qui m'avait déjà accueilli durant mes années de jeunesse et dont j'avais conservé toujours de précieux souvenirs. Ayant atteint aujourd'hui un âge avancé, je me surprends souvent en train de perdre mon temps, en remuant le passé avec complaisance, en secouant le retent d'autrefois. Oui, il y a maintenant plus de 60 ans, ayant achevé à Beyrouth mes études juridiques, les maîtres de l'université Saint-Joseph, avant de me confier une légère charge d'assistant,
avait estimé prudent de m'envoyer à Lyon pour faire tester mes aptitudes à l'enseignement. Et là, on m'a appris que l'enseignement n'était pas fondé seulement sur le savoir, sur les connaissances, mais qu'il constituait un art difficile, qui avait son propre rituel, fondé sur une communication, et l'expérience devait me le prouver, fondé sur une communication qui ne s'établit pas toujours. Revenant ici après tant d'années, j'ai ainsi le sentiment d'effectuer un pèlerinage aux sources. Et il me tient à cœur, avant tout autre propos, de rendre ici hommage à la mémoire des maîtres de votre université qui, à cette époque, m'avaient entouré et suivi, m'avaient souvent indiqué des chemins lors de choix difficiles. Parmi ceux que j'ai eu le privilège de connaître, Albert Chavannes, qui avait dirigé la faculté de droit de l'université Saint-Joseph au milieu du siècle dernier, qui avait beaucoup œuvré pour le développement des relations entre nos deux universités. Il avait formé de nombreux juristes libanais, dirigé de nombreuses études comparatives et également était soucieux d'établir des comparaisons très précises entre le droit libanais et le droit français. J'évoquerai aussi, si vous le permettez encore, la personnalité du doyen Jean Vincent, dont on a parlé ce soir. Secrétaire de l'association lyonnaise, il était venu plusieurs fois à Beyrouth. Il s'imposait par l'élévation, la distinction de sa pensée, toujours exprimée avec une remarquable sobriété. Grand maître de la procédure civile, il s'intéressait aussi au droit international privé. Il trouvait dans les vieux conflits de statut personnel des pays d'Orient un fertile terrain de comparaison avec les conflits internationaux. Beaucoup d'exemples pourraient être encore donnés. Ainsi, pendant plus de 100 ans, vos maîtres se sont succédés à Beyrouth. Durant les années paisibles d'un Liban souvent insouciant, mais ils n'ont pas hésité également à venir régulièrement durant les périodes troublées où la folie meurtrière des hommes s'exerçait et où il apparaissait encore plus nécessaire de présenter le droit aux jeunes générations. Lyon-Beyrouth, c'est ainsi d'abord et surtout une collaboration établie et poursuivie entre les hommes, les juristes de deux pays, au service d'une œuvre commune, d'une culture partagée, de valeurs que nos maîtres incarnés et qui nous ont transmises. Ces valeurs fondent nos cultures. Elles animent les recherches comparatives
qui ont été menées en commun, qui sont toujours poursuivis encore ce matin par les juristes et les étudiants de nos deux facultés. À cet égard, le rapprochement des systèmes juridiques français et libanais a été révélateur et significatif. Il a permis d'observer des affinités, des parentés même, dans le droit des obligations, dans le droit des biens, dans de larges secteurs du droit public. Mais en revanche, les originalités de chaque système se manifestent dans le droit des personnes et de la famille, qui est au cœur de la culture, au cœur des particularismes des diverses sociétés. Face au droit unifié et homogène des États occidentaux, le système libanais s'est révélé pluraliste. Il consacre la diversité des droits, répond à la diversité des communautés, des croyances. L'État apparaît comme le garant de cette diversité qui imprègne ses institutions et dont il doit assurer la difficile organisation. Au Liban, comme dans toute société pluraliste, la conciliation doit toujours être établie entre le respect des identités des différents éléments de la population et l'instauration, le développement d'un ordre commun qui non seulement établit le régime de coexistence des divers groupes, mais également cherche à assurer le progrès de l'ensemble de la société en établissant des rapports de citoyenneté. Le pluralisme des droits pose ainsi les mêmes problèmes qui surgissent dans l'ordre interne des États pluralistes ou dans les relations internationales. Dans les deux cas, il s'agit, dans les matières du droit de la famille, d'assurer la communication difficile de droits d'inspiration différentes, souvent éloignés dans leur conception. La tentation a été grande de fonder l'ordre juridique des États pluralistes sur une simple juxtaposition des différents droits en vigueur, sans le recours à des valeurs communes qui assuraient leur coexistence et leur coordination. L'État multicommunautaire a été souvent porté à aligner des différences les unes à côté des autres, sans se soucier d'établir des normes destinées à promouvoir la société. Le pluralisme culturel sur lequel se fonde l'État multicommunautaire a ainsi souvent conduit à un relativisme dont notre époque a trop souffert dans les relations internationales, et aussi au Liban, à un immobilisme qui a ralenti toute marche vers le progrès. Le pluralisme est sans doute source de richesse, parce que de par sa nature, il écarte l'uniformité, évite le totalitarisme, mais encore faut-il qu'il ne consacre pas l'existence de droits fermés et exclusifs. Encore faut-il que le respect des différences n'empêche pas toute coordination, toute ouverture, n'empêche pas la défense de valeurs communes nécessaires
à la promotion de la société. Ces valeurs ne revêtent pas les mêmes aspects dans les droits confessionnels et dans les droits laïcisés. Dans les premiers, elles reposent sur des données religieuses, souvent révélées, alors qu'elles résultent, dans les seconds, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Celle-ci puise sans doute ses origines dans la tradition judéo-chrétienne, mais elle a traversé le siècle des Lumières, séparée d'un rationalisme abstrait dont l'absolutisme vient se heurter aujourd'hui à un autre absolutisme, celui des droits religieux. Cette opposition n'est cependant pas irréductible. Elle connaît aujourd'hui des atténuations qui demeurent sans doute légères, mais pourraient entraîner des transformations plus importantes. Ces atténuations proviennent de l'évolution que connaît le droit musulman de la famille dans certains pays de l'Orient. Ce droit s'insère aujourd'hui dans l'appareil législatif et judiciaire des différents États. Chaque État s'estime ainsi habilité à en interpréter les diverses prescriptions. Cette interprétation pourra être ainsi rigoureuse dans certains pays, alors que dans d'autres, elle sera plus perméable aux aspirations des populations vers une plus grande égalité de l'homme et de la femme dans le régime du mariage, vers une meilleure protection de la personne des enfants. Il s'agit, comme on l'a observé, d'un droit confessionnel qui se nationalise et qui, au moins sur certains points, perd de son universalité. Cette évolution peut favoriser la communication de ce droit avec les droits laïcisés des États occidentaux. Elle constitue un élément non négligeable de rapprochement. Divers facteurs en limitent cependant encore le domaine d'application. Elle n'a pu, par la voie de l'interprétation, atteindre dans les droits confessionnels les prescriptions qui, dans les matières du mariage, édictent des empêchements fondés sur la différence de religion. Ces prescriptions heurtent de fond la liberté de conscience et la Déclaration universelle des droits de l'homme qui en assure la protection. Cette voie de l'interprétation n'a pu, d'autre part, être utilisée dans un pays comme le Liban pour assurer une transformation des divers droits confessionnels. L'État libanais, bien que multicommunautaire, est en effet un État laïque qui n'est affilié à aucune confession. Et sa laïcité ne lui permet pas, cette fille, de toucher directement aux droits confessionnels. Une seule voie s'offre à lui, celle de la laïcisation, la possibilité d'introduire, en marge des droits confessionnels, un droit civil nouveau qui pourrait assurer le progrès de la société, satisfaire les aspirations des populations d'aujourd'hui. Cette fille. Le Liban offre ainsi l'exemple d'un État laïque, mais dont la structure multicommunautaire, qui imprègne ses institutions, le rend très dépendant des communautés qui le constituent.
Je ne voudrais pas m'étendre davantage sur cette description des droits proche-orientaux, mais je suis heureux de signaler quand même ici qu'il y a d'autres sources de rapprochement qui peuvent assurer la communication des divers systèmes juridiques. Dans son remarquable ouvrage sur la théorie générale du droit, le doyen Paul Roubier, qui a tant apporté à la science juridique, a établi une hiérarchie des valeurs sur lesquelles tout système juridique doit se fonder. Il a donné la priorité à la sécurité, à la stabilité du régime des situations juridiques, sans laquelle la justice ne peut être assurée. Mais il a en même temps souligné l'opposition, l'importance que devait revêtir le progrès dans la marche des sociétés vers une civilisation plus exigeante parce que plus humaine. Et il a déploré que ce mouvement constructif du droit soit souvent compromis par des périodes de régression, de violence, de barbarie dont notre époque nous offre malheureusement de tristes exemples. Le progrès vers une civilisation de plus en plus élevée constitue ainsi, dans la pensée de Paul Rouvier, une valeur fondamentale qui, à côté de la sécurité et de la justice, doit commander le fonctionnement des systèmes juridiques. La concrétisation de cette valeur dans ces systèmes conduit à un humanisme porteur d'universalité et pouvant revêtir différents visages. Le droit positif contemporain nous offre plusieurs illustrations de cette évolution. On observera surtout l'introduction dans les législations de plusieurs États de prescriptions qui assurent la protection de la dignité de la personne humaine. Ces prescriptions pénètrent aussi le droit international privé, où la violation de cette dignité justifie aujourd'hui l'établissement d'une compétence judiciaire universelle des États, dont le régime a fait récemment l'objet d'une résolution de l'Institut de droit international à sa récente session de Tallinn. Il est ainsi important, dans le monde troublé d'aujourd'hui, de mettre en lumière ces initiatives qui, bien qu'insuffisantes, constituent cependant des motifs d'espérance. Merci encore, Monsieur le Président, d'avoir bien voulu organiser cette cérémonie. Elle témoigne de l'intensité et des liens qui unissent nos deux universités. Elle témoigne aussi de l'ouverture de la culture que nous partageons et à travers cette culture d'un humanisme profond qui sans doute pénètre de plus en plus le droit, mais un humanisme qui dépasse l'enceinte du droit et fait prendre conscience aux hommes de leur solidarité profonde, de leur participation à un même destin.
Jacques, je crois que tu as des... Monsieur le Président, tu as un diplôme à remettre, tu as des aides. Et un petit mot à dire. Et un petit mot à dire. Peut-être se mettre devant. On va essayer de se mettre devant, ce sera peut-être plus facile. Monsieur Pierre Ganager, extrêmement honoré et ému par votre discours. Par décision du Conseil d'administration de l'Université Jean Moulin, confirmation du ministère des Affaires étrangères et du discernement du titre docteur honoris causa de l'Université Jean Moulin. Je vais avoir de la peine à accrocher. Couvert. Je la dépose, mais j'espère que vous ne la perdrez pas. La médaille de l'université, puis votre diplôme, parce que en voilà encore un, vous n'aviez pas, mais non pas en fait. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté, monsieur.